C'est parti pour une probable suspension de la reconnaissance d'Israël. Si elle était appliquée, cette mesure remettrait en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix, déjà très mal en point entre Palestiniens et Israéliens. Suite à une réunion, le comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'étudier cette question. Le Conseil central de l'OLP, un autre organe de cette organisation internationalement reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens, a voté le mois dernier en faveur de la suspension de la reconnaissance d'Israël. Les dirigeants palestiniens ont fermement condamné la décision annoncée le 6 décembre par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Depuis le début, les Palestiniens voient dans la décision américaine un déni de leurs revendications sur Jérusalem-Est annexée et occupée. Les négociations marathon du week-end n'ont pas débouché sur un accord entre la CDU-CSU de Angela Merkel et le parti du centre-gauche SPD pour reconduire leur grande coalition sortante, la GroKo. Mais les deux camps se voulaient optimistes après un mois de pourparlers. Deux thèmes chers au SPD continuent de poser problème. Il s'agit de la réforme du système d'assurance santé et l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée. La volonté est là, je crois, de tous les côtés. Mais les obstacles sont encore grands et c'est pourquoi on se réunit aujourd'hui avec la conviction de vouloir une grande coalition et avant tout, en étant conscient de l'énorme tâche qui nous attend. Alors, cela peut réussir aujourd'hui ou devenir difficile à nouveau. Mon impression est que tout le monde fait des efforts. Si cela va marcher, je n'en suis pas sûr. Les conservateurs de Angela Merkel et le SPD de Martin Schulz ont prévu de se retrouver pour un nouveau tour de pourparlers et enfin sortir de l'imbroglio dans lequel l'Allemagne est plongée depuis les législatives de septembre qui n'ont pas dégagé de majorité claire. Les deux camps espéraient à l'origine un contrat de coalition dès dimanche et visent désormais lundi. Vice-président de Samsung Electronics et fils du président du groupe Samsung, Lee Ji-yoon avait été condamné en août à 5 ans de prison. C'était dans le retentissant scandale à Tiroir. Cette affaire a entraîné la destitution et l'arrestation de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Encore une fois, je suis profondément désolé de ne pas montrer le bon côté à tout le monde. Au cours de l'année passée, j'ai eu du temps précieux pour réfléchir sur moi-même. Je serai plus prudent et ferai de mon mieux. Pour beaucoup d'experts, la décision de la Cour d'appel s'inscrit dans une longue tradition de clémence de la justice à l'égard des dirigeants de Samsung. Lee Ji-yoon fut le premier haut dirigeant de Samsung à dormir derrière les barreaux. Ce sanctuaire est interdit aux hommes à l'intérieur des camps de réfugiés encombrés du Bangladesh. Une initiative pour permettre aux femmes et enfants Rohingyas traumatisés par la violence de trouver de rares moments de paix. Le groupe de bâches orange tendues à travers le bambou offre un refuge à des dizaines de veuves et de jeunes enfants. On est venu ici sur cette terre étrangère et on a vu tellement de violence. Donc on doit se serrer les coudes comme des sœurs, comme une famille. Ça nous plaît ici parce qu'on peut prier 5 fois par jour. Et on a notre intimité. Les hommes ne peuvent pas entrer ici. Dieu nous protège ici. Je suis née là-bas. Et ma mère, mon père et mes grands-parents aussi. On est venu ici à cause des tortures, des meurtres et des incendies. Si on obtient justice pour ce qui est arrivé, on veut rentrer. La soixantaine de veuves entretiennent leur propre salle de bain, organisent des séances de prière et partagent la responsabilité de nombreux enfants et orphelins. D'après les travailleurs humanitaires, les femmes et les filles sont les plus menacées
par les prédateurs et les trafiquants d'êtres humains qui se cachent dans les camps mal surveillés. La route a été longue. De nombreuses concessions ont été faites face aux réticences du SPD à s'allier à nouveau avec les conservateurs. Les sociaux-démocrates obtiennent plusieurs ministères clés, dont celui des Finances. C'est une très bonne journée pour notre pays. Il y a peu de doute que nous aurons bientôt un nouveau gouvernement fédéral. Nous avons un accord de coalition qui aura des conséquences positives pour de très nombreux citoyens. À présent, nous voulons tous prendre une douche car les négociations des dernières heures ont été longues et difficiles. Vous nous voyez très satisfaits. Cette nuit, nous avons dit qu'il fallait sortir de nos retranchements. Personne ne doit plus se terrer. Nous avons réussi et je pense qu'il était temps d'avoir la perspective d'un gouvernement en Allemagne et donc c'est une bonne matinée. L'ancien président du Parlement européen et dirigeant social-démocrate, Martin Schulz, devrait être appelé aux affaires étrangères. Une volte-face pour celui qui, fin 2017, proclamait encore qu'il ne participerait jamais à un gouvernement d'Angela Merkel. Pour entamer son nouveau mandat à 63 ans, la chancelière devra encore franchir un obstacle de taille avec un vote prévu sur le contrat de coalition des quelques 460 000 militants du SPD dont le résultat est attendu début mars. Cette manifestation est en réponse aux autorités israéliennes qui ont commencé dimanche à distribuer des lettres à des milliers de migrants africains en situation irrégulière. Le texte leur ordonne de partir d'ici à la fin du mois de mars sous peine d'être emprisonnés. Selon des organisations israéliennes d'aide aux migrants, ces derniers pourraient se rediriger vers le Rwanda ou l'Ouganda. Il semble que si je signe le document que les demandeurs d'asile doivent signer en Israël avant de prendre l'avion pour le Rwanda ou l'Ouganda, cela signifierait que je cherche de l'emploi, pas l'asile. Donc mes chances de demander l'asile au Rwanda sont également fermées ici en Israël. En 2016, à cause de la nouvelle loi, j'étais à la prison de Holot pendant 1 an. Au bout d'1 an, en 2017, je suis sorti. Puis, 1 an plus tard, ils veulent m'expulser au Rwanda ou en Ouganda. Ce n'est pas mon pays. Je ne veux pas y aller volontairement. Je suis érythréen. S'ils veulent m'y envoyer, ils peuvent m'envoyer en Érythrée par la force. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé début janvier la mise en place d'un plan de départ d'environ 38 000 immigrés clandestins, principalement des Érythréens et des Soudanais. Le gouvernement leur propose de partir volontairement avec un pécule de 2 800 € d'ici à la fin mars, sous peine d'être arrêtés et détenus jusqu'à ce qu'ils acceptent de quitter le pays. L'Ouganda et le Rwanda ont été cités par des organisations israéliennes d'aide aux migrants, mais ces 2 pays ont démenti. Dis-moi qu'un avocat philippin a déposé un dossier d'information auprès de la Cour pénale internationale. Le dossier accuse le président Rodrigo Duterte d'avoir causé la mort d'environ 8000 personnes dans sa politique antidrogue. Suite a récemment été donnée à cette affaire, la procureure de la Cour pénale internationale a en effet informé l'ambassade des Philippines que la Cour ouvrait un examen préliminaire, une étape antérieure à une enquête dans ce dossier. À en croire le porte-parole du président, celui-ci n'a aucunement effrayé. Au contraire, il considère cette décision comme une perte de temps et de ressources. Élu en 2016, Rodrigo Duterte a promis d'éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de délinquants. Environ 4000 trafiquants et usagers de drogue présumés ont été tués des mains de la police. Les autorités enquêtent également sur plus de 2000 autres meurtres commis en relation avec la drogue par des inconnus. Les défenseurs des droits de l'homme estiment que le réel nombre de tués est le double des chiffres officiels.
Des habitants de Hualien, à l'est de Taïwan, se sont réfugiés dans le gymnase d'une école primaire. Les opérations de sauvetage sont difficiles, ce port pittoresque de la côte orientale étant secoué par de nombreuses répliques depuis le tremblement de terre qui a altéré mardi soir de nombreux bâtiments et de rues. Les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés, laissant la structure inclinée à 50 degrés, ce qui menace de s'effondrer à tout moment. Le travail des secours est rendu plus périlleux car des répliques continuent de se faire sentir. D'après la Croix-Rouge, l'inclinaison du bâtiment s'aggravait jeudi. Les espoirs de retrouver des survivants dans les étages inférieurs déjà compressés étaient très minces. Le service national des pompiers totalise pour l'heure 10 décès. Au moins 66 personnes sont portées disparues. Il y a 2 ans, un séisme de magnitude identique avait fait plus de 100 morts à Tainan, dans le sud-ouest de l'île. Un complexe résidentiel de 16 étages s'était effondré. Les techniques de construction avaient été remises en cause dans la foulée de la catastrophe. Et 5 personnes ont été condamnées à 5 ans de prison dans cette affaire. Moussa Faki Mahamat est en visite à Pékin dans le but d'échanger sur un approfondissement des relations entre l'Union africaine et le régime communiste. Il y est aussi pour inaugurer une représentation permanente de l'Union africaine dans la capitale chinoise. Une occasion indiquée pour rediscuter de l'enquête du Monde publiée fin janvier. En effet, le quotidien français a rapporté que des informaticiens de l'Union africaine s'étaient rendus compte il y a 1 an que des contenus des serveurs de son siège dans la capitale éthiopienne Addis Abeba étaient transférés vers d'autres serveurs à Shanghai, en Chine. Ce sont des allégations mensongères. Et je crois que le moment choisi n'était pas également fortuit. Ce dont je peux vous assurer est que les relations entre la Chine et l'Afrique, comme je les ai décrites, sont inébranlables. Aucune manœuvre de ce genre ne pourrait nous détourner de notre objectif. L'Union africaine est une organisation politique internationale. Elle ne traite pas de dossiers secret défense. Nous sommes une administration et je ne vois pas quel intérêt à la Chine d'offrir un bâtiment de cette nature et d'espionner. Donc ce sont des allégations totalement mensongères et je crois que nous les négligeons totalement. Nous sommes en train de travailler pour le renforcement de cette coopération pour le bénéfice des peuples africains. Et je ne pense pas que c'est ce genre d'allégations qui puissent nous détourner de notre action. En 2016, le commerce entre l'Afrique et la Chine s'est élevé à 150 milliards de dollars. Les entreprises chinoises multiplient les investissements et travaux d'infrastructures dans les pays africains.